Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, j'ai mis un sticker pour les questions-réponses d'Instagram où je vous aide avec vos douleurs, vos blessures, vos problématiques en force athlétique ou en musculation. Donc on commence sans rallonger plus l'intro. La première question vient de la part d'Alice ou Underlift. Dans quel cas la préa peut se faire après une séance? Alors déjà sur l'aspect préhab, pour moi, le travail d'assistance fait partie de la préhab. D'accord. Il y a des assistances qui peuvent être plus ou moins tournées vers la partie purement hypertrophie ou la partie préhab, mais on peut aussi avoir des assistances qui remplissent très bien les deux cases. D'accord. Par exemple, imaginons que maintenant, au lieu de faire un développé couché halter ou une chest press, tout simplement de le faire comme ça, ben je lui rajoute le paramètre et j'impose à l'athlète le fait de devoir le faire sur une amplitude qui est très importante et qu'en plus on se rajoute une petite partie de tempo en bas ou un excentrique sur la partie basse qui est plutôt prolongé, ben on aura également du travail tissulaire intéressant au niveau du pec par exemple. Donc on a et la partie hypertrophie parce que je vais pouvoir pousser mon exercice assez loin en termes d'intensité, créer de la tension mécanique, etc. Donc la partie hypertrophie, performance, cette case-là est remplie. Et la partie préhab aussi, parce qu'on a du travail tissulaire au niveau des différents tissus du pec. Donc voilà. Donc pour moi, ça fait partie des assistances. Il ne faut pas le voir différemment. Si c'est plus du travail de mobilité, pardon, on peut le faire à n'importe quel moment, j'ai envie de dire. Il faut juste voir l'intensité, la quantité de travail qu'on met. Mais pour moi, c'est tout à fait combinable avec et facilement intégrable à une séance. Mais encore une fois, ce qu'on fait en séance, il faut déjà le voir un peu comme de la préhab si on fait les bons choix. Donc voilà. Tu as un bon coach, Alice, donc je pense que cette case-là, elle est à peu près remplie. Donc voilà. Marine qui nous demande se renforcer les lombaires sans lombalgie derrière. Donc j'imagine que c'est sans avoir de lombalgie ou de douleur après la séance de renfort lombaire que tu as fait. En tout cas, si la question est tournée en mode est-ce qu'il faut renforcer les lombaires? Si je n'ai jamais eu de lombalgie avant, ben oui, il faut les renforcer. C'est toujours intéressant. Et si la question est tournée en mode se renforcer les lombaires, comment se renforcer les lombaires sans avoir de douleur le lendemain, ben déjà, il y a plein de choses à voir. S'il y a une douleur le lendemain, c'est qu'il y a quelque chose dans ton entraînement qui n'allait pas. Soit ta charge d'entraînement au niveau lombaire, c'est trop élevé par rapport à ton niveau. On va, on va mettre un niveau à tes lombaires de 0 à 10. On va dire que tes lombaires, elles sont en niveau 4, 5. Mais si tu leur mets une séance à une intensité de niveau 9, ben le gap va être trop important. Donc soit c'est l'intensité des exos ou la charge que tu as mis ou la quantité de séries que tu as fait. Soit également, ce qui peut augmenter les contraintes, c'est d'avoir une technique qui n'est pas 100%, enfin, qui n'est pas 70% bonne, d'accord. Donc je suis sûr qu'il y a des paramètres techniques à améliorer, même si ce n'est pas 100% parfait. Tu n'auras pas de douleur, d'accord. Mais il y a certains paramètres à respecter dans les différents exercices, au niveau lombaire ou autre d'ailleurs. Donc voilà, je dirais ces deux points-là, le choix des exercices, l'intensité et quantité sur les exercices, et après l'aspect technique sur les exercices. Donc voilà. Après, si de base, tu as déjà des douleurs lombaires avant la séance, c'est peut-être qu'il y a du travail en amont à faire. Donc du travail de réhab à faire. Ça, c'est un autre débat. Donc j'espère que ça répond à la question. Julien qui nous demande des conseils pour réhab après une blessure aux adducteurs. Ben, ça tombe bien. Hier, je pense que cette vidéo, je la posterai aujourd'hui. On est le jeudi 22 août. Hier, j'ai mis une vidéo en ligne où je parle de douleurs aux hanches et notamment adducteurs, donc de douleurs musculaires aussi, en force athlétique. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ça. Comme ça, tu auras là-bas, tu as vraiment énormément d'infos. Tu as un guide super complet. Pour la faire courte, hein, il faut mettre en charge de façon progressive tes adducteurs. En même temps que tu as cette blessure-là, il ne faudra pas non plus, comment dire, il ne faudra pas non plus les exposer à la même chose qui a provoqué la douleur, par exemple, de façon intense. Par exemple, tu t'es fait mal sur un squat très lourd, d'accord, sur la partie basse du squat. Ben, tu vas pouvoir continuer à pratiquer du squat. C'est juste que peut-être, ben, soit on réduira l'amplitude, soit on mettra un peu moins lourd, soit tu peux choisir une variation type reverse band squat qui va délester la partie basse.
Donc en gros, qui va délester ou réduire les contraintes sur la partie du mouvement avec le mouvement spécifique que tu as eu mal. Donc ce mouvement-là avec lequel tu as fait mal, il faut continuer à pratiquer, mais il faut juste le faire régresser un tout petit peu jusqu'à un point qui te fasse pas trop mal ou qui ne relance pas des douleurs ou quoi que ce soit. Et à côté, il va falloir réentraîner tes adducteurs, les remettre en charge progressivement. Donc au début par des exercices faciles en fonction de la douleur, même si le but c'est d'amener de la difficulté. Et plutôt d'isolation, des exercices assez généraux. Et après, dès qu'on peut, dès que c'est possible pour toi, on va chercher à reproduire les contraintes qui se produisent lors d'un squat. C'est-à-dire qu'au début, peut-être, allez, si tu as très mal, on peut juste faire serrer un truc en iso ou faire un peu la machine à adducteur sur une petite amplitude. Mais après, petit à petit, le but, si toi tu t'es fait mal sur un squat, ben, c'est de t'amener vers ce pattern-là. Donc par exemple avec des fentes ou autre. Et là, bon, tu peux introduire du travail en ISO, il y a plein de choses que tu peux introduire. Mais le but, ça va être de re-exposer les adducteurs et de les habituer à la chose qui leur a fait mal. Donc de les entraîner sur cette amplitude-là à ces mêmes contraintes. Donc voilà, pour la faire courte. Pour moi, c'est court ça. Le coq Power qui nous demande « Salut, douleur lombaire sur squat lourd, en haut du mouvement avec de faire le squat. » J'imagine que c'est avant de faire le squat. Ouais, avant de faire le squat. Donc en gros, tu as des douleurs au lombaire quand tu portes la barre lourde, juste voilà, en haut du mouvement. Là, pour le coup, tu vois, il n'y a pas de notion d'amplitude spécifique ou quoi que ce soit. C'est une notion vraiment de compression et de charge debout. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre un bilan, d'aller faire un bilan pour voir si cette douleur est plutôt articulaire, nerveuse ou autre, sûrement articulaire ou nerveux. Parce que là, pour le coup, il y a peu de conseils à donner. Ce n'est pas un mouvement qu'on puisse faire régresser au-delà de prendre moins lourd. Donc sûrement, ce qui va te permettre d'améliorer ces douleurs, c'est de faire des exercices de réhab et de voir si au niveau du dos, par exemple, tu es quelqu'un qui reste beaucoup assis pendant la journée ou autre, ben on va essayer d'augmenter un peu les niveaux d'activité physique pour que ton dos soit en bonne santé. Donc prends un bilan sur ça. Là, pour le coup, j'ai pas trop de conseils à te donner parce que si c'était sur la partie basse du squat, par exemple, ben, là, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a plein d'axes de travail. Sur la partie haute, il y a très peu d'axes de travail a priori, comme ça, sans bilan, que je puisse te mentionner. Mais suite à un bilan, je suis sûr qu'on peut les voir. Bon, Anthony qui troll. Noah qui nous demande « Cela va faire 8 mois que je suis blessé au genou, ce qui fait que je ne peux pas courir. » Alors, forcément, je ne sais pas le type de blessure. J'imagine qu'il n'y a pas eu de traumatisme ou quoi que ce soit, sinon je pense que tu l'aurais mentionné. Donc c'est juste une douleur qui t'empêche de courir. Encore une fois, très peu d'infos avec ça. La base reste de prendre un bilan, mais pour tout le monde, et même pour les gens à qui j'apporte des infos, ça ne va jamais remplacer une consulte, ça peut juste vous apporter des idées supplémentaires. Mais en gros, pour le genou, ben déjà, il faudra voir si c'est plutôt, parce que tu ne peux pas courir, plutôt de l'aspect douleur articulaire ou méniscale, ou douleur plus d'origine tendinopathie, d'accord parce que le traitement n'est pas du tout le même pour les deux. D'accord. Donc la base restera de faire la différence entre ce type-là de pathologie, plus articulaire et méniscale, où il y a encore des trucs qui peuvent être relativement communs au traitement conservateur, et la tendinopathie, où c'est vraiment un cas spécifique parce que c'est un problème très spécifique aussi, donc il y a un type de travail très spécifique qui va t'aider. D'accord. Après, comme pour toute rééducation, le but sera de mobiliser ton genou, de renforcer ton genou, d'augmenter ses capacités et de petit à petit l'amener vers ça. C'est très facile à dire, mais ça reste très abstrait. Et pour avoir du concret, ben, il faut avoir une idée concrète de qu'est-ce qui réveille la douleur. Donc ça passe par un bilan, forcément. Hugo qui demande « Pourrais-tu faire un format de vidéo sur une réhab à distance, bilan, patho et traitement ?» Ouais, j'aimerais bien faire des cas pratiques plutôt. À voir, il faut que je parle avec les athlètes que j'ai suivis, voir s'ils sont d'accord. Mais ouais, c'est déjà une idée que j'ai eue et je pense que ça marcherait très bien. Ça serait très intéressant pour vous. Et même moi, ça me ferait plaisir de faire des vidéos avec les athlètes avec qui j'ai bossé. Donc ouais, je pense que ça terminera par se faire. Mathieu, je sais pas, c'est écrit à l'anglaise. Matthew. Salut chef, il y a bientôt 2 mois, j'ai pris une douleur
niveau moyen fessier droit lors d'un deadlift. Bon, encore une fois, bilan. Je suis relou avec ça, mais en même temps, c'est ce qui permet de faire avancer le plus les choses et le plus vite et mieux. Donc pour moi, c'est la base et il faudrait vraiment que tout le monde passe par ça avant de se lancer, surtout quand c'est des douleurs comme ça qui traînent. Si c'est une petite gêne, une petite tension, non, mais au moins le bilan, pas besoin de faire forcément un énorme suivi ou de partir sur un suivi de beaucoup de mois. Mais moi, j'ai bossé avec beaucoup d'athlètes, on fait que le bilan. Ils ont le programme, ils ont les axes de travail, et après, s'ils ont une certaine autonomie, ils peuvent mettre ça en place de leur côté, et ça marche très très bien. Et forcément, l'investissement est moins élevé que sur un suivi, d'un point de vue financier. Mais après, l'accompagnement, il n'y a pas d'accompagnement non plus, c'est juste le bilan et ça. Mais ça peut vachement faire avancer les choses déjà. C'est vraiment la base pour moi. C'est vraiment super, super important. Donc, douleur moyen fessier lors d'un deadlift. En quoi je peux t'aider sur ça? Alors déjà, les douleurs au fessier en force athlétique, ça dépend hein, de où est située la douleur et du type de mouvement qui provoque la douleur. Mais les douleurs au fessier viennent rarement des fessiers. C'est-à-dire que souvent, c'est des douleurs projetées du bas du dos ou des problématiques nerveuses. Je ne vais pas parler de syndrome de piriforme parce que ce n'est pas quelque chose qui se produit comme ça. Mais souvent, quand je fais un bilan pour une douleur fessière, il n'y a pas que le fessier qui provoque des douleurs. Il y a d'autres choses qui vont réveiller la douleur ou ça pue autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur l'importance du bilan. Parce que là, je pourrais très bien te dire sans bilan, ben écoute, renforce ton moyen fessier si tu as mal au moyen fessier lors du deadlift. Et comme ça, ben, tu l'habitueras aux contraintes qu'il a. Et tu vas faire ça et peut-être ça ne servira à rien. D'accord. Et c'est très probable que ça ne serve à pas grand-chose. Donc voilà, j'imagine qu'en plus, tu as déjà essayé de mobiliser, renforcer un peu la zone, mais peut-être que le problème vient d'ailleurs. Donc voilà, surtout pour les douleurs fessières, méga important parce que souvent le problème, soit n'est pas que le fessier, ou oui, soit n'est pas le fessier, soit il n'y a pas que le fessier qui est impliqué. Et il y a d'autres choses à voir. Donc voilà, super important de prendre un bilan pour ça. Comme pour tout. Chaque fois je répète pareil, mais j'ai pas de problème à répéter quelque chose qui est super important. Allez, on attaque avec les 4 dernières, dont Corentin qui nous demande combien de temps pour guérir d'un bobo en effet en moyenne. Alors, ça dépend, mais pour te donner un ordre d'idée, les athlètes avec qui je bosse, ils travaillent avec moi entre 1 mois et 3 mois environ. Après, il y a toujours des problématiques où dès le bilan, c'était super clair et moi, je savais que ça allait évoluer super vite. Par exemple, une douleur en low bar squat. Bon, guérir, peut-être on prend 1 mois, 1 mois et demi. Une douleur à l'épaule en low bar squat. Mais pour commencer à avoir des améliorations notables, peut-être ça nous prend 2-3 séances. Enfin, 2-3, oui, séances de réhab. Donc, 1 semaine et demie. Donc, c'est rien du tout. Et au contraire, il y a des problématiques qui prennent plus de temps. Par exemple, une tendinopathie, on a beau faire la meilleure réhab du monde, le meilleur bilan du monde, tout ce qu'on veut, être super sérieux sur la récup, le tendon a un métabolisme lent, ça prend un certain temps. Donc, c'est irréductible. En moyenne, je dirais entre 1 et 3 mois. Forcément, il y a toujours des pathologies ou des cas qui nous amènent un peu sur les autres extrêmes, des gens qui, en 2 séances, ils ne seront pas guéris, mais ils iront déjà très bien. Et des gens chez qui, soit par le type de pathologie, soit parce qu'on n'avait pas tous les éléments dès le début lors du bilan, ou parce qu'il y avait plusieurs choses qui étaient installées, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà. Mais en moyenne, je pense que pour 60-70% des gens, ça oscille entre les 1 et 3 mois. Donc voilà. Après, encore une fois, il faut définir ce qui est guéri. Est-ce que c'est ne pas avoir de douleur ou est-ce que c'est revenir à son meilleur niveau sans douleur? Là, forcément, ça dépend, mais je dirais ça. Dans tous les cas, vous allez guérir beaucoup plus vite et mieux, surtout si vous travaillez avec quelqu'un, donc un kiné. Et encore plus, il est spécialisé dans la FA. Donc c'est pour ça. Là, c'est pas pour que vous veniez que vers moi, mais il y a plein d'autres kinés qui font ça. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes blessé, à investir là-dedans parce que ça va vous sauver énormément de temps et d'énergie et de charge mentale. Parce que c'est super chiant d'être blessé, ça nous prend le chou. Et quand on est vraiment entre les bonnes mains, ben, on fait confiance, on fait ce qu'il faut faire. L'autre personne a récolté les infos qu'il faut, elle vous a écouté,
alors que parfois c'est triste, mais vous allez consulter un autre professionnel de santé ou quoi que ce soit, et on ne va pas vous écouter, et on va vous donner un traitement lambda, et c'est dommage parce que vous allez tourner en rond, d'accord? Donc voilà, je sais que c'est un investissement, hein, j'en suis entièrement conscient, mais je vous invite vraiment à investir là-dedans parce que vous n'allez pas regretter. Je pense que je n'ai aucun athlète avec qui j'ai bossé qui ait regretté d'investir dans la réhab. Forcément, j'ai eu des athlètes avec qui on n'a pas réussi à 100% à régler les problématiques, mais on a quand même réussi à faire avancer les choses. Même avec les athlètes avec qui, peut-être les rares athlètes avec qui on n'a vraiment pas du tout avancé, parce que peut-être on a fait comme moi et ils pouvaient payer comme moi et c'était pas assez. Même avec eux, jamais il y a eu de regrets parce que, ben, en fait, on leur apportait des choses qui l'ont fait avancer à la fin de la journée. Pas assez en un mois, mais ça se trouve, ils m'envoient un message 3 4 mois plus tard, ils me disent, ah ben en fait, là, ça a payé. Là, ça a payé, j'ai continué à mettre en place ou pas. Donc, super important d'être suivi de ce côté-là. Matt qui nous demande opération de l'auriculaire, infection, combien de temps ça FA? Là, pour le coup, c'est en dehors de mon cadre de compétences. J'en ai absolument aucune idée. Vraiment. Là, il y a un pseudo super long. Un conseil à quelqu'un qui a une tendinite de Kervin. Repos, adaptation ou plus d'échauffement. Tendinopathie de Kervin, ténosynovite de Kervin, c'est une pathologie vachement inflammatoire où pour le coup, je ne pense pas que le fait d'augmenter l'échauffement améliore les douleurs. Là, pour le coup, c'est pas une des rares pathologies où je conseille le repos, mais où je te conseille de t'exposer le moins possible à ce qui te fait mal. Parce que de par le mécanisme de lésion ou de douleur, c'est des contraintes auxquelles le corps s'adapte très mal. Donc notamment des contraintes en compression. Contrairement à une tendinite patellaire ou tendinopathie d'Achille. D'accord? Où pour le coup, il y a vachement de travail de réhab à faire. Là, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Et là, ça va être surtout ton exposition au mouvement qui te fait mal qui va vraiment moduler tes douleurs. D'accord? Donc c'est assez embêtant, c'est assez frustrant, mais c'est la réalité. Ça répond beaucoup moins bien que d'autres types de tendinopathie à tout ce qui est renfo, en tempo, en excentrique, en iso, etc. Enfin, surtout en tempo, peu importe le mode de contraction. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'exposition au trigger, au mouvement douloureux qui va venir moduler tes douleurs. Et d'ailleurs, ça termine souvent en infiltration ou opération. Donc bon, j'espère que ça ne sera pas trop le cas pour toi. J'espère que c'est relativement tôt dans le stade de pathologie et que tu peux amener les adaptations nécessaires à l'entraînement. Parce qu'après, à un moment donné, même en amenant des adaptations, c'est assez compliqué de faire évoluer positivement. Triste, mais c'est la réalité. Donc voilà. Random person, voilà, qui nous demande est-ce que le manque de mobilité des ischios de l'IA Panache est une adaptation de la FA et est-ce que c'est une bonne chose? Donc pour le coup, déjà, je ne connais pas le cas spécifique de ces athlètes, je ne sais pas s'ils sont blessés ou pas. Je sais que l'IA, elle avait des douleurs à la fesse, il me semble, j'ai vu un post dernièrement. Et surtout, je ne sais pas si cette raideur aux ischios est en lien avec ses blessures. Donc bon, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une adaptation de la FA? Oui et non. Dans le sens où il n'y a pas que les ischios. Je ne pense pas que la FA enraidisse les ischios, on va dire, parce que quand même, on ne les travaille pas forcément tout le temps en raccourcissement ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est plutôt un manque de mobilité ou un manque de tolérance à l'étirement de la chaîne postérieure en général. Et ça, c'est une adaptation de la FA, d'accord? Très souvent, suite à le lendemain d'une séance de deadlift, vous allez sentir que vous avez du mal à vous baisser, que vous avez du mal à mettre vos chaussettes le matin, par exemple, ou sur un bloc où c'est un peu plus dur au deadlift, où vous avez accumulé pas mal de stress. Et ça, c'est parce que suite à une séance ou pendant une séance, la sensibilité mécanique de nos tissus, notamment au niveau de la chaîne postérieure qui a été énormément mise en tension lors du deadlift, cette sensibilité mécanique augmente. Donc du coup, on va dire que le corps réveille la douleur beaucoup plus tôt pour un mouvement qui de base, avant de faire du deadlift, ne me faisait pas mal ou ne me provoquait pas d'étirement, on va dire. Donc c'est une adaptation de l'FA. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Je pense qu'il faut juste faire du travail complémentaire pour entretenir nos amplitudes et essayer
voilà, que mon dos et mon corps me laissent aller plus loin, d'accord, d'un mouvement, pour lui informer que c'est une amplitude tout à fait sécuritaire, qu'on peut travailler dedans, et que même si le lendemain de séance de deadlift, je suis un peu plus raide, ben mon état de raideur soit un peu moindre quand même, d'accord, et que je puisse quand même travailler sur ces amplitudes-là. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas une bonne chose si on ne l'entretient pas, parce que forcément, on va être à chaque fois de plus en plus raide ou de moins en moins tolérer la mise en tension de la chaîne postérieure. Et ça, c'est sur l'aspect musculaire, articulaire et nerveux, hein, quand je dis mise en tension. Donc en même temps, ce n'est pas une bonne chose parce que si on ne l'entretient pas, ben, petit à petit, ça peut nous provoquer des raideurs ailleurs ou des dysfonctions ailleurs ou des douleurs ailleurs, même si ce n'est pas quelque chose de prédictible, mais bon, moi je pense que ça augmente quand même les probabilités. Euh, mais c'est aussi une bonne chose parce que si j'ai des raideurs qui sont augmentées de façon très importante d'un bloc à un autre, c'est aussi une info à prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que la charge d'entraînement n'était pas trop élevée? C'est une question. Ça ne veut pas dire que la charge d'entraînement était trop élevée. Parce que peut-être que mon coach sur ce bloc-là, il veut créer davantage de fatigue sur ce mouvement-là et il veut augmenter le stress sur ce mouvement-là. Encore une fois, c'est juste une info. Et après, ce qu'on fait de cette info, c'est complètement différent. Il faut en parler avec le coach. C'est à vous de voir. Mais en même temps, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est un mécanisme protecteur, donc c'est une bonne chose. Parce que ben, si mon corps ne me donne aucun signal et que moi, je suis en train de perpétuer une charge d'entraînement qui n'est pas adaptée, c'est une mauvaise chose. Par contre, ben, cette info-là, elle me fait quand même chier parce que quand je dois me baisser, ben, j'ai mal ou ça tire ou je me sens très raide. D'accord? Donc, c'est comme la douleur, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est très embêtant, mais à la fin de la journée, c'est un mécanisme qui est fait là pour nous protéger. Parfois, il nous surprotège, parfois pas. C'est pour ça qu'il faut prendre un bilan pour savoir dans quel cas de figure vous êtes. Et en fonction de ça, ben, on prendra tel ou tel type de décision en réhab. C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit de juste masquer la douleur avec des massages, des manipulations, des exercices qui modulent vos symptômes que vous allez pouvoir faire chez vous? Est-ce qu'on choisit de masquer la douleur ou est-ce qu'on se dit aussi, la douleur, elle est là pour une bonne raison? C'est peut-être que ce que j'ai fait à l'entraînement n'est pas adapté, c'est peut-être que ma récup n'est pas adaptée, donc je change aussi ma façon de faire les choses. D'accord? Et bien sûr, on va chercher aussi pas à la masquer, mais à la faire diminuer parce que c'est quelque chose d'extrêmement embêtant et qui va nous perturber et à l'entraînement et dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc voilà un peu ma vision, ma mentalité par rapport à ça. On arrive à la fin du question-réponse. Je pense que ça fait pas 24 heures, donc il n'y a peut-être pas tout le monde qui a eu le temps de poser les questions, mais ça fait déjà pas mal. Je crois que ça fait 8 questions, 10 questions. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. J'espère que ça a été utile pour vous, que ça vous a apporté des bonnes réponses, et je vous dis à la prochaine. Ciao!